Heroes never die. Nerf this. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 4 de Nerf This Podcast. Je suis Altiron et comme chaque semaine, je suis accompagné de mon complice Stuck Logo. Salut Logo, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Eh ben ça va nickel. Bien dormi ? Peu, mais bien. Ouais, on va revenir dans le podcast sur ce sujet. Et nous avons encore un invité de prestige cette semaine puisque nous recevons Zaroid. Zaroid, salut. Salut les gars. Ben, merci d'être avec nous. Zaroid, on le rappelle, tu es alors analyste Overwatch sur YouTube et tu es surtout un membre éminent du cast français de l'Overwatch League en France. C'est donc une grande joie, un honneur, oserais-je dire, de te recevoir dans ce podcast. Toi aussi, tu as passé une semaine fatigante du coup. Bah oui, avec les 4 nuits de l'Overwatch League, c'est sûr qu'on se sent un petit peu jet-lagué en début de semaine. Et ben voilà, tu restes dans le rythme. Mais merci à toi. Messieurs, cette semaine 4, on l'a vu, a été un tout petit peu moins agitée que la précédente, mais il y a quand même des enjeux qui commencent à se dessiner doucement en haut du tableau. On va vous débriefer tout ça, on va vous donner notre MVP de la semaine, on va vous donner nos previews, nos pronos, et on finira avec le bon overtime des familles. C'est parti pour Nerf This Podcast. Alors messieurs, le premier match qu'on va débriefer cette semaine, c'était l'affrontement des Seoul Dynasty face aux Houston Outlaws. Les Seoul Dynasty qui l'ont emporté 3-2. Pourquoi est-ce qu'on voudrait revenir sur ce match ? Parce qu'il y avait quand même plein de choses à dire. C'était samedi à 3h du matin. Les Houston Outlaws qui restaient sur une série de 20 maps, qui avaient fait 20 maps sans défaite, qui avaient quand même lâché une map face à San Francisco. Et là, on attendait ce duel au sommet. Et finalement, les Seoul Dynasty, après leur défaite, ont fini par revenir. Toi, Zaroid, qu'est-ce que, en tant que host privilégié de ce match, qu'est-ce que tu as remarqué d'intéressant depuis ton poste de commentateur ? La première chose que j'ai remarqué déjà, c'est l'absence de Lingzer chez Houston Outlaws. Bah oui. Je pense que ça a peut-être pesé un petit peu dans la balance parce que c'est quand même leur joueur star avec Jake. C'est pas passé loin pour Houston. Je pense même très franchement qu'ils auraient pu et peut-être dû l'emporter sur centre de contrôle, la dernière map de Lijiang Tower, mais finalement Seoul Dynasty a eu raison de l'équipe américaine et leur inflige une première défaite depuis longtemps. Ouais, sur Lijiang Tower, il y a eu un énorme Fleta qui fait du 19 kills pour seulement 4 morts avec Farah Chacal et Soldat 76. Loïc, on a vu aussi un retour du côté de Seoul Dynasty par rapport au premier match de cette semaine, c'est Ryu Jeong, et honnêtement ça s'est senti. Pardon, je t'ai appelé Loïc, je suis désolé, c'est Logo, excuse-moi. Non, tu le fais L'habitude. une fois par podcast, c'est pas grave. Voilà, c'est réglé. Oui, Ryu Jeong, on en parlera tout à l'heure, il était absent sur le premier match de Séoul et il s'était pris une bonne déculottée. Et là, pour le coup, il était de retour et il a été notamment très décisif sur ses transcendances, notamment sur Horizon, où ils ont dû défendre le point B pendant un bon moment, genre 6 minutes, je crois. Et il a toujours été très clutch, pas forcément sur les kills. Il n'a pas fait des pics extraordinaires comme on peut voir avec Bedozin ou Jonak. Mais par contre, il a été très très bon en healing et en... Je pense que c'est le shot caller de l'équipe. Et là, ça s'est bien senti au niveau de Séoul. Ils ont bien surrectifié le tir parce que le match était mal parti pour eux. Ouais, alors on va revenir un peu dans le détail sur ce match. La première map, c'était Eichenwald. Les Dynasties, ils ont eu beaucoup de mal à démarrer. Ils ont pris les 2 derniers points en overtime. Et moi, j'ai trouvé que Coolmat, avec sa diva, était hyper efficace pour aller déjà perturber la backline, perturber un petit peu les Pharas adverses dans les airs. Et surtout, on a vu quand Séoul était en attaque, ils ont très bien contré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début, sur le premier point d'Eichenwald, Jake a complètement retenu Ryu Jeong dans le coin, dans la deuxième partie de la map, avec son chacal en le zonant un petit peu, et ce qui l'a empêché de venir chercher, de venir aider ses copains. Et sur cette première map-là, on s'est dit... Attention, Houston, ils sont en train d'infliger une énorme pression à Seoul Dynasty et c'est peut-être ce qui pouvait les faire les perturber en tout cas. Zaroid, est-ce que la solution, est-ce que c'était le bon call de la part des Outlaws de infliger une énorme pression comme ça à Dynasty pour les perturber ? Ah bah t'es obligé, hein. De toute façon, si tu subis le jeu des Coréens, t'es mort dès le départ. Donc on a vu Jake, moi ce que j'ai bien aimé et ce que j'aime pas en même temps, c'est qu'il est très bon sur son chacal, il le sait, il le sort à toutes les sauces, mais c'est vrai qu'il a mis une grosse pression, on l'a vu flanquer plusieurs fois, notamment là tu parlais d'un duel avec
avec Jeong. Tu es obligé, quand tu joues une équipe coréenne, d'essayer d'imposer ton jeu. On l'a vu, c'est ce qui a marché aussi pour les Boston Uprising contre les London Spitfire. Ils ont fait preuve d'agressivité, ils ont sauté à la gorge de leur adversaire, ils les ont étouffés au final et c'est ce qui aurait pu marcher, on va dire, pour cette équipe des Houston Outlaws. Ouais, il y a un autre point aussi sur Horizon, c'est pareil. Moi j'ai trouvé un peu frileux les Dynasty au début qui voulaient envoyer Ryu hacker les packs de soins avec sa Sombra. Et derrière, on attend, il se fait tuer, donc on sait pas trop quoi faire. À l'inverse, les Outlaws, ils ont foncé tout droit. Pendant que Jake allait chercher pendant que Rockus allait prendre les hacks, tout le monde fonçait, on s'en fichait. Et bon, ils n'ont pas réussi à capturer cette map-là, mais au moins, et Logo, tu seras peut-être d'accord avec moi, ils ont essayé jusqu'au bout et finalement, ça n'a pas passé loin. C'est ça qui aurait pu les faire gagner. En fait, on le voit bien sur les deux premières, sur la première map et demie jusqu'à Horizon et cette défense qu'a fait Séoul, c'est que sur les attaques placées, ce qui est vraiment très stratégique, Houston était au-dessus. Ils avaient bien préparé leur match et justement le fait que Ryu Jeong n'ait pas pu hacker ce pack de soins le montre bien. Et en fait, Séoul a fait un twist à un moment donné dans la rencontre, c'est qu'ils ont décidé d'arrêter de vraiment placer les attaques et d'être très organisés et plus de jouer sur le bazar, de créer du rythme, de créer de la confrontation, de désorganiser un petit peu le jeu et de plus compter sur les mécaniques individuelles. Et puis quand on a des joueurs comme Fleta ou qu'on a une Ange avec Toby qui est vraiment insaisissable, derrière, c'est comme ça qu'ils arrivent à passer. Fleta, tu l'as dit, j'ai donné ses stats tout à l'heure sur le Jung. Sur la première map de contrôle sur Ilios, il est à 18-2, enfin 18 kills pour seulement 2 morts avec Pharah et Fatal. Sur des maps comme ça, Zaroid, vous le dites souvent sur le cast, mais c'est là où les individualités brillent. Avec un mec comme ça, c'est la victoire quasiment assurée. C'est là où peut-être Lingzer a manqué, puisque Lingzer c'est aussi une bonne Fatale. Il aurait peut-être pu prendre le duel. Clockwork, il n'était pas forcément à son avantage sur ses pics, et c'est peut-être ce qui a fait la différence. Ouais, voilà. Donc ce premier match qui était hyper intéressant entre Dynasty et Outlaws. Le match suivant dont on va parler, c'était le dernier match de la semaine. C'était Boston Uprising 4-0 contre les Los Angeles Valiant. Alors le score, il est sans appel, mais en fait les conséquences et surtout, moi je trouve la dynamique de Boston sont très intéressantes puisque on pensait les Valiant au-dessus. En tout cas, depuis le début de la saison, ils avaient l'air. Et là, depuis 2 semaines, Boston reprend un peu du poil de la bête, va chercher des grosses équipes et là est en train de se positionner pour pourquoi pas aller jouer les playoffs de fin de phase. On va revenir un tout petit peu sur le match. La première map, c'était Eichenwald. Ça a fini en 6-4 pour les Uprising. Boston a fait un truc incroyable de prendre les 2 derniers points en overtime avec notamment un play de Pharah énorme à l'entrée de la porte du château pour tuer toute la team adverse. Logo, j'aimerais que tu me dises un petit mot sur la compo des Valiant. Qu'est-ce qu'on pense de l'absence de Unko remplacé par Verbo? Je ne sais pas si c'est vraiment affecté les performances de l'équipe. Unko a bougé sur Mercy, sur Ange depuis la semaine 3. Et l'impact qu'a une bonne ou une mauvaise Ange, entre guillemets, je dis vraiment entre grosses guillemets, est moins important que si c'était avec Zenyatta. Et en plus, Verbo fait pas un mauvais match. Il arrive plus ou moins à rester en vie relativement longuement. Il a que 31 morts sur le match. Niveau des ults, je pense que l'utilisation était bonne. Enfin, c'est pas là-dessus que ça se joue. Moi, je dirais que ça se joue vraiment sur la coordination et la densité de Boston qui vraiment laisse peu de brèches, fait très peu d'erreurs et les Valiant qui sont justement très forts pour exploiter ces erreurs-là, les erreurs de positionnement. Soon est très fort pour punir ça. Là, à ce niveau-là, il n'y avait pas d'opportunité pour les Valiant de profiter de ces erreurs-là. Il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, c'est vrai. Et toi, Zaroid, j'aimerais que tu nous donnes ton avis sur Dream Casper, qui est un joueur qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là, et qui là a fait une game excellente, qui a notamment fait un super play avec il a renvoyé avec sa lame du dragon l'orbe à graviton de la Zarya adverse. Il est en train de peut-être rentrer dans le top 3 des DPS de cette ligue. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, le top 3, je sais pas, c'est peut-être un peu prématuré pour parler de top 3, mais ce qui est sûr, c'est qu'il monte en puissance à l'image de son équipe. Mais Dream Casper, aujourd'hui, s'il s'exprime aussi bien, et à l'instar de Striker, l'autre DPS de cette équipe, des Boston Uprising, c'est grâce au travail aussi des 2 tanks, Gamsu et Note notamment, qui créent énormément d'espace. Et en fait, cette équipe a vraiment une unité. On sent vraiment un esprit collectif
au niveau des timings, au niveau de la gestion des cibles aussi, les focus sont souvent bons. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Après, Valiant, sur ce match, a commis quand même pas mal d'erreurs, et notamment des erreurs en termes de précipitation, j'ai trouvé. Il y a des moments où ils auraient pu faire preuve d'un peu plus de patience pour économiser certains ultis, et ils ont voulu se lancer dans la bataille un peu à l'emporte-pièce, et malheureusement, Boston Uprising derrière les a snowball. Moi, j'ai trouvé malheureusement Soon un peu trop seul en fait. C'est-à-dire que il se fait facilement focus par les adversaires dans la mesure où les tanks de Valiant, Fate et Envy meurent beaucoup sur ce match. Et c'est là où, du coup, pour Soon, c'est difficile d'aller flanquer quand t'as plus de front lane qui vient mettre la pression sur les adversaires. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Logo, qu'est-ce que tu as pensé globalement de sa performance à notre petit Français? J'ai pas l'impression que, pour le moment, mis à part en semaine 1, il avait vraiment pesé sur la rencontre. J'ai l'impression qu'il va profiter de la dynamique de ses tanks, comme tu dis, qu'un joueur qui va être capable de faire les plays clutch et de tourner la rencontre à l'avantage de Valiant à son talent pur. Ça reste un très bon joueur, hein, mais je dirais que justement, le Valiant a un problème, c'est qu'ils arrivent pas, ils manquent de clutch. En fait, c'est une équipe qui est très solide, qui est très forte, mais il manque à chaque fois ce petit truc, ce play qui va faire la différence et qui va faire tourner une teamfight. Et c'est ce qui a manqué là à Valiant face à une équipe de Boston qui, comme disait Zaroid, est très dense. Et enfin, un petit truc, un dernier mot aussi, Zaroui, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est Agility, qui a beaucoup joué, on voyait plutôt Silk Thread qui remplaçait de temps en temps, et là, Silk Thread, pardon, on n'a pas pu jouer, il me semble qu'il était un peu malade. Est-ce que finalement, Agility n'est pas moins bon quand on voit ce match-là que Silk Thread quand il peut rentrer? C'est difficile de répondre à cette question parce que après coup, c'est plus simple de dire voilà, Agility n'a pas été formidable, donc peut-être qu'il aurait mieux valu mettre Silk Red. Moi, je m'attendais à voir du Chacal parce que comme l'équipe des Boston Uprising est très agressive avec des compos souvent dive, bon là, on a vu pas mal de Pharah, donc forcément, Chacal, c'est tout de suite plus compliqué. Mais face à une vraie dive, quand ils sortent la Tracer Genji, à ce moment-là, on peut prendre une counter dive avec un Chacal, et c'est plutôt Silk Red qui est meilleur sur Chacal qu'Agilities. Après, peut-être que les coachs se sont basés sur la forme du moment. On voit qu'Agilities, il monte quand même en puissance au fil des semaines. Il peut aussi apporter quelque chose avec son chopper quand on a besoin de compos triple temps ou quoi sur certaines maps de contrôle. Donc le choix a été fait. Ça n'a pas été payant, mais pour moi, encore une fois, ce n'est pas forcément un problème d'individualité. C'est plus collectivement en fait que cette équipe des Valiant a sombré. Et au contraire, Boston Uprising, au fur et à mesure de la rencontre, est monté en puissance. Logo, tu es d'accord avec ça? Oui, non, il n'y a pas photo à ce niveau-là. Très bien. Eh bien, alors voilà pour ce match, donc Boston Uprising contre Los Angeles Valiant. Et on finit avec une dernière affiche de la semaine qui était là aussi un 4-0. C'était Philadelphia Fusion face à Dallas Fuel. Mais moi, je voulais qu'on en parle un petit peu. C'était jeudi à 23h. C'était le premier match de la deuxième journée. Parce que on a encore deux joueurs exceptionnels, en tout cas qui font une copie exceptionnelle, qui sont Carpe et Shadowburn, et qui ont littéralement découpé les Fuel, notamment les supports, mais les Fuel en général. 60 kills pour Carpe, 81 pour Shadowburn. Et en face, les tanks de Dallas qui ont du mal à maintenir tout le monde en vie avec autant de dégâts, et Harry Hook et Chipsagen qui meurent trop vite. C'est des trucs qu'on dit toutes les semaines, hein, mais ça se confirme à chaque fois. Et là, sur ce match-là, il n'y a pas eu d'appel. Logo, j'imagine que tu es d'accord avec moi. Le mental des Dallas Fuel a encore craqué. Une fois la première map perdue, derrière, il n'y a plus personne. Oui, Dallas, c'est une équipe qui se cherche toujours, hein. Ils ont encore aligné cette semaine un 6 de départ différent de la semaine dernière. Très clairement, là, on a fait une croix sur cette première phase. On attend avec impatience AKM et éventuellement de renfort. Et on est en train d'expérimenter un petit peu des compositions. On a vu le retour, de... J'ai perdu son nom, je suis désolé. Qui donc de Taimu, pardon. Taimu, oui. Taimu sur la scène, qui avait pas ou peu joué la semaine dernière. Et voilà, on sait pas trop sur quel pied danser au niveau de Dallas. On sait pas quels sont leurs objectifs sur les rencontres. Philly sortait d'un mauvais match juste avant contre les Valiant. Et Dallas avait peut-être une carte à jouer, mais très clairement, ils n'ont pas su en profiter. Bon, alors en revanche, il y a une question que tout le monde se pose, en tout cas en France, du côté de Philadelphia Fusion, c'est où est Poco Zaroid? Est-ce que tu as des éléments d'explication à ce sujet? Il est toujours à Philadelphia, enfin toujours à Los Angeles. Ouais, on espère, mais on ne le voit plus. Après, je pense que les coachs ont voulu mettre en place, ont voulu donner du temps de jeu à Otba.
Aujourd'hui, a priori, sur leur diva, c'est kiff-kiff en termes de niveau. Hein. Hotball l'a montré, il a plutôt de bonnes statistiques. Mhm. Donc voilà, sur cette semaine, c'est lui qui était devant Poco. Après, moi, je voulais quand même revenir un peu sur Dallas. Je vais peut-être paraître un peu rude dans mes propos, mais pour moi, Dallas fait n'importe quoi sur cette rencontre en termes de composition d'équipe. Effect, c'est le hard carry de cette équipe et le mettre sur Doomfist quasiment sur toutes les maps, en fait, c'était derrière Shadowburn et Carpe, ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi, Oui. parce qu'on l'a vu, le pauvre Effect, une fois qu'il a utilisé sa charge et puis qu'il a dashé dans le tas, il est useless, quoi, il peut plus rien faire et il s'est fait farmer en permanence. Il fidait aussi les ultis des DPS et moi je trouvais que la performance des Dallas Fuel était vraiment triste sur ce match. Oui, mais je suis assez d'accord avec toi. Et de manière générale, je trouve que Dallas Fuel est une équipe triste à voir depuis le début de cette compétition parce qu'ils étaient très attendus. Ils avaient une fanbase importante. C'était l'équipe américaine un peu par excellence. Et finalement, ils sont en train de perdre ce statut au profit de leurs compatriotes du Texas, puisque Houston est en train de devenir un peu les favoris à ce niveau-là. Donc, pour Dallas, c'est un peu la descente aux enfers, je sais pas, mais en tout cas, il va vraiment falloir changer quelque chose. Peut-être l'apport d'AKM en deuxième stage, peut-être d'autres joueurs, on va voir, mais il faut faire quelque chose. Alors, ils ont quand même pas tout lâché sur ce match-là. Ils sont arrivés sur Ilios, ils sont arrivés à 99% à chaque fois, et les fusions ont réussi à récap pour gagner. Mais globalement, j'ai pas vu des tonnes de trucs encourageants. De l'autre côté, du côté des fusions, il y a quand même toujours ce problème de Fraggy. Il faut vraiment qu'il arrête de jouer Winston parce qu'il meurt beaucoup trop souvent. Et Logo, toi qui regardes beaucoup Philadelphia Fusion, tu vas pouvoir m'appuyer là-dessus. Quand il joue Orisa, il est bien, il est derrière son bouclier, il fait pas de bêtises. Mais quand il veut jouer Winston, il est toujours le premier à mourir, c'est catastrophique. Le problème, c'est que Winston reste quand même très méta. C'est le main tank par excellence en ce moment. Ça risque pas de changer. En fait, il faut que cette équipe peut-être s'adapte au jeu de Fraggy. C'est-à-dire que on avait vu dans les derniers matchs qu'a fait Poco en tant que titulaire, on l'a vu vraiment dive plus souvent accompagner Fraggy et l'équipe tournait plus autour de Fraggy que des DPS. Et ça fonctionnait pas mal. Et c'est comme ça notamment qu'il gagne face à New York. Après, oui, c'est une équipe qui est extrêmement Philadelphie, c'est une équipe qui est frustrante à suivre parce qu'elle est très irrégulière. C'est-à-dire que le jour avant, ils perdent un gros 4-0 face à Los Angeles, on en parlera tout à l'heure. Là, ils arrivent à aussi gagner 4-0. C'est une équipe qui, pour le moment, n'est pas consistante du tout d'une rencontre à l'autre. Et c'est un petit peu dommage pour cette équipe qui a le potentiel d'être dans le top 4 hein, et qui, pour le moment, ne l'est pas à cause de ça. Toi, comment t'évalues cette équipe de fusion, Zaroid? Est-ce que tu es d'accord avec Logo? Ils peuvent faire beaucoup mieux s'ils étaient plus réguliers. Ouais, mais la régularité, ça passe par l'entraînement et c'est une équipe qui manque d'entraînement. Il faut le rappeler quand même qu'elle a pas fait la pré-saison. Les joueurs sont arrivés très tard à Los Angeles. Donc, faut leur donner du temps. Sur le papier, il y a un gros potentiel. Après, pour revenir un peu sur ce pauvre Fraggy, c'est compliqué. Pour lui, c'est compliqué. Moi, je pense au contraire, on va dire que l'équipe devrait davantage s'appuyer sur les forces en présence, c'est-à-dire les deux DPS et le rôle de la diva de plus peut-être babysit les DPS pour que eux infligent le dégât et on va dire que même si Fraggy meurt, ça fasse pas trop de différence parce qu'il crée quand même de l'espace. Quand il jump, il occupe quand même on va dire ses adversaires. Donc à ce moment-là, laisser le temps à ses propres DPS de faire la diff, même si lui meurt. Mais vous verrez si demain Reinhardt redevient méta, il a un jeu très particulier, très atypique. Fraggy sur son Reinhardt aussi, il est hyper agressif et bon. On verra ce que ça donne, mais voilà. Je peux pas le blâmer, je suis un peu pareil quand je joue les Reinhardt ou les Winston. Dans l'ensemble, Philadelphie, c'est une équipe qui aime jouer vite, hein, au-delà de Fraggy qui est vraiment très agressif. Le reste de l'équipe est aussi l'équipe qui va de l'avant. Hein. On sait que les deux pics phares DPS, ça reste Shadowburn avec Genji et Carpe avec Tracer, donc ça va vite. Diva aussi. Enfin, c'est une des dives les plus agressives. Donc ce jeu à risque de Fraggy est pas non plus incohérent avec le reste du roster des fusions. Pour l'instant, il va falloir voir comment il s'adapte à la nouvelle méta qui va arriver. Voilà pour cette rencontre des fusions face au Dallas Fuel. Et nous, on va passer au reste des matchs de la semaine 4. Capture the objective.
Oui, les matchs de la semaine 4, je n'ai pas du tout hésité avant de le dire. On les prend dans l'ordre. Le premier match, on en a un petit peu parlé, c'était jeudi à 1h du matin. C'était les Valiant face aux Fusions. Et les Valiant qui ont infligé un sévère 4-0 à Philadelphie. On était un peu déçus parce qu'on espérait voir un affrontement franco-français. Puis finalement, on n'a pas eu de Poco du côté des Fusions. On n'a pas eu d'Unco du côté des Valiant. Bon, il nous restait Soon. Mais Soon, on l'a vu déjà sur la première map Numbani, face à un duo comme Shadowburn et Carpe. Bah, c'est pas facile. Et finalement, malgré cette victoire, j'ai trouvé les Valiant un peu moins, comment on va dire, moins affirmés que ce que j'espérais. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur le match suivant face à Uprising. Zarwid, toi qui as suivi toute la semaine, est-ce que tu trouves que de jouer le premier et le dernier match, puisqu'en l'occurrence c'est ce qu'ont fait les Valiant, avec autant d'écart entre les deux, c'est un avantage ou un inconvénient? Bon, ça peut être un avantage dans le sens où on va dire qu'après avoir joué les fusions, ça leur laisse quelques jours pour préparer Boston Uprising, même si Boston jouait la veille du match contre Los Angeles Valiant, donc ça laisse pas forcément le temps de trop étudier leur jeu. Mais non, moi on va dire qu'ils s'en sont plutôt bien sortis sur le match d'ouverture. C'était beaucoup plus compliqué contre Boston Uprising, mais ouais, ça c'est les aléas du calendrier. Tout le monde s'y retrouve plus ou moins à un moment ou à un autre. Alors il y a eu pas mal de choses intéressantes sur Anubis. Les Valiant ils ont fait hyper rapide puisqu'ils ont pris quasiment tout d'un coup sans s'arrêter. Ils ont eu moi j'ai trouvé une gestion des ultis assez intéressante, un peu les casteurs disaient un peu à la coréenne, c'est-à-dire que on est plus dans la réaction. On attend que les adversaires claquent leurs ultis pour adapter éventuellement une transcendance pour répondre à une lame du dragon, pour adapter des Valkyries en cas de décès. Et c'est là-dessus qu'ils ont réussi, à mon avis, à gagner le quad map. C'est cette bonne capacité à s'adapter à l'adversaire. Logo, est-ce que tu es d'accord? Oui, là ils ont été plus intelligents que Fusion, ça se voit parce que le match est plutôt serré, mis à part Oasis que les Valiant gagnent 2-0. L'ensemble des autres maps se joue à 1 ou 0 points d'écart, enfin une égalité presque. Donc c'est un match serré. Par contre, au niveau des fights, Valiant gagne le double team fight des Fusions, 41 pour Los Angeles, 20 pour Philadelphia. Donc ça montre quand même que ça s'est joué ça s'est pas joué sur des détails, quoi. Ça s'est joué sur des teamfights mieux abordés par les Valiant et Fusion qui a tendance des fois à un peu trop overcommit son économie d'ulti, qui derrière pose problème et demande plus de teamfight pour repréparer une vraie tentative de caper un point, quoi. Et d'ailleurs, tu le disais sur Oasis, il y a eu une petite cape de Soon un peu chanceuse, je sais pas, mais en tout cas sneaky, puisque après un teamfight perdu par les Valiant, justement lui est resté sur le point, c'est qu'un peu caché, et les Fusions, en allant essayer de déloger le point de sortie des Valiant, se sont fait reprendre la carte et le side, je vais y arriver, le point, et l'ont perdu. Enfin bref, donc ce match-là, ouais, c'est vrai que les Valiant s'en sont sortis finalement par un 4-0, donc quand même pas grand-chose à leur reprocher. Match suivant, c'était jeudi à 3h du matin. Les Mayhem qui se sont inclinés 3-1 face aux Gladiators. Sur Eichenwald, on a cru que Logix allait offrir la victoire à Florida, mais sur une dernière petite poussée avec un ulti assez clutch de la Farad Hydration et de la Diva de Bichou, c'était la victoire pour les Gladiators. Et puis finalement, derrière, on voit que ces Mayhem, malheureusement, ils sont toujours un peu à bout de souffle rapidement. C'est pas tant le fait d'avoir les mêmes 6 joueurs, parce qu'il y a d'autres équipes qui ont que 6 joueurs, mais j'ai encore du mal à les cerner et j'attends avec impatience la deuxième phase, et je sais pas si c'est pareil pour toi Zarwid, mais pour voir un peu ce qu'ils sont capables de proposer dans une nouvelle méta et avec d'autres joueurs. Ah bah forcément qu'on attend la deuxième phase, parce que cette première phase elle n'était pas folichonne pour les Florida Mayhem. Les semaines se suivent et se ressemblent, mis à part une victoire contre Shanghai Dragons, tous les matchs ils les perdent. Moi, ce qui me désole un petit peu, c'est que dans cette méta, on a du mal à voir les progrès que fait cette line-up. Je trouve que Logix, il essaie de s'en sortir, mais il est un peu trop seul. J'attends vraiment plus de Tevik. Tevik, qui est un joueur exceptionnel, qui a un potentiel incroyable. On l'a vu avec la Suède. Et puis d'ailleurs, en parlant de Suède, c'est les seuls joueurs aussi qui représentent, on va dire, l'Europe à 100%. Donc, moi, j'y crois en cette équipe, mais ça a été très compliqué sur la première phase. Ouais, là, ils ont essayé des choses quand même sur Horizon. Ils essayent avec un seul healer en attaque, et Zebosai commence sur sa fatale, mais bon, ça finalement ça paye pas, et malheureusement il y a des choses qui vont devoir changer. Et Logo, c'est toi qui me disais, il manque peut-être un autre spécialiste des projectiles pour partager le rôle de DPS avec Tevik, justement. Qu'est-ce que t'en dis?
Oui, bah, logique sur son rôle d'Itzkan, il joue principalement Tracer et McCree. Et derrière, Tevi qui doit faire quasiment tous les rôles. Et peut-être, ce serait pas mal. Ils ont signé un joueur, ils ont signé Zapis qui est plus un flex de off-tank. Mais il leur faudrait peut-être un autre projectile qui pourrait être plus solide, par exemple sur Pharah ou sur Genji, je ne sais pas. Mais Tevi, il a besoin d'entretenir un pool de héros qui est assez monstrueux. Et ça peut être aussi expliquer ses performances un peu en dents de scie. La semaine dernière, il avait été un petit peu mieux. Mais là, cette semaine, on a retrouvé le Tevi qu'on connaissait depuis le début de la saison. Ouais, et qui n'est pas le TV qu'on a envie de voir. Le match suivant, c'était Houston Outlaws contre San Francisco Shock, une victoire 3-1 des Outlaws. Ils ont quand même, enfin, les Shock ont mis un terme à leur domination sans partage, puisqu'ils ont pris une map, en l'occurrence Oasis. Maintenant, il y a quand même un énorme boulot de Nevix pour arracher un point. Le reste, c'est à l'avantage des Outlaws. Et pourtant, les stats sont assez serrés, puisque si vous regardez sur Numbani et Dorado, les Chocs réussissent plus de kills que leurs adversaires, mais c'est des maps où il faut jouer le convoi, enfin l'objectif en l'occurrence, et les kills, c'est pas toujours le plus important. Bon voilà, Zaroid sur ce match-là, qu'est-ce que toi t'as remarqué? Bah, tu le dis, hein, les stats parlent d'elles-mêmes. San Francisco Shock, c'est une équipe qui fait des kills, mais qui n'arrive pas à conclure les teamfights, qui n'arrive pas à finir les objectifs et qui se précipite un peu trop. Des fois, alors Baby Bay, il est hard carry, il est monstrueux. On l'a vu sur son soldat, mais claquer par exemple des visières tactiques un peu à l'emporte-pièce, bon, je trouve ça pas forcément, c'est pas forcément la Non. meilleure solution. Il y a encore du travail du côté des San Francisco Shock. Ça ira mieux quand les deux petits jeunes, là, ceux qui ne sont pas encore majeurs, Sinatra et Super, vont rejoindre le roster. Ce sera plus simple pour eux. En mars, si je me souviens bien, donc c'est peut-être Ouais. la fin de la deuxième étape. Il manquait déjà Linkzer aussi sur ce match-là, mais Sleepy a fait du bon boulot pour le remplacer. Et du côté de Houston, moi j'ai trouvé qu'il y avait un gros duo de tanks, notamment Coolmat, qui est un peu qui est le gros perturbateur de cette équipe, qui va souvent, encore une fois, je le disais tout à l'heure aussi avec le tank des Valiant, dans les airs, chercher les Pharah, chercher les supports au sol dans la backline. Et c'est ça qui, à mon avis, fait leur grande force aujourd'hui. Match suivant, bon bah ça va être vite fait, puisque c'était New York Excelsior contre Shanghai Dragons vendredi à 1h du matin. Et on avait laissé les Shanghai Dragons sur une défaite plutôt convaincante façon fusion. Et là, ils sont retombés sur terre 4-0, sans appel pour Excelsior. Malheureusement, c'est la dure réalité de l'Overwatch League cette saison, Logo. Oui, bah là, on a peut-être l'équipe, une des deux, trois équipes les plus en forme contre l'équipe qui a le plus de mal. Voilà, les stats sont vraiment impressionnantes, hein. Quand on voit Pine qui a joué toute la rencontre, faire 71 kills pour 22 morts, Libero faire 72 kills pour 17 morts, et le ratio de plus 55, je ne sais pas si on a déjà eu un aussi bon ratio dans la ligue cette année. Bah voilà, du côté de Shanghai, on ne peut rien faire, il y a juste pas le talent. Non, et puis tu l'as dit, Pine il est énorme. Il est surtout à 28 ultimates chargés dans toute la partie. Bon, bah voilà, c'est malheureusement la triste réalité. Zaroid, ça ne vous a pas surpris, j'imagine, ce résultat. Non, je crois que ça a été l'un des matchs les plus rapides de l'Overwatch League. Donc voilà, tu as New York Excelsior d'un côté, comme tu le disais, qui est l'une des équipes les plus en forme face aux Shanghai Dragons qui ont du mal. New York a appuyé là où ça fait mal. Et puis ça fait 4-0 et le match est plié. J'ai les stats, c'est pas le match le plus rapide, c'est un des autres matchs des Shanghai Dragons qui sera le prochain. On va en parler tout à l'heure. Très bon lancement. Il y a quand même un tout petit point pour les Shanghai Dragons, c'est qu'ils ils ont pris une map de contrôle sur Oasis. Bon bah voilà, c'était ça grâce à Undead notamment qui a fait un bon taf à ce moment-là, mais bon bah s'il faut ça pour prendre seulement un side, c'est pas gagné pour la suite. On avait ensuite le London Spitfire face au Seoul Dynasty, et alors là c'était un peu la surprise puisqu'on s'attendait à un match serré entre ces deux équipes coréennes, et London l'a emporté 4-0. Alors que, en fait, il faut noter surtout l'absence de Ryu Jeong du côté de Dynasty. Est-ce que c'est l'élément clé, sachant que du côté de London, on avait pourtant changé 3 titulaires, parce qu'on avait Closer, Agopen et Ouyal qui étaient titulaires, et Rascal qu'on avait déjà vu mais qui n'était pas titulaire avant. Et c'était pas un peu surprenant d'ailleurs, Logo, ce complet changement j'allais dire de 6 de départ pour London face à cette équipe de Séoul? Surprenant, oui et non, dans le sens où en fait il y a 11 joueurs qui ont joué pour Londres tout au long du quad map.
Visiblement, on avait vraiment très bien préparé ce match. On l'attendait depuis longtemps et les joueurs ont été mis dans des souliers pour vraiment faire chacun la map qui leur convenait. On a un nombre d'options qui est absolument incroyable du côté de Londres, hein. C'est ça qui fait que derrière, ils dominent parce que c'est un 4-0 qui est vraiment très violent, hein. Les Séoul ne marquent des points uniquement sur la dernière map Dorado, sinon c'est 2-0, 2-0, 2-0. Donc Londres là franchement a été très impressionnant, ils ont marqué toute la ligue là ce jour-là. Ouais, moi j'ai remarqué aussi, on a eu un profit un peu à la Jake qui passait dans le dos de Séoul pour flanquer et qui allait mettre des damages monstrueux. De toute façon, Chacal qui est un perso qu'on voit de plus en plus, je trouve. Et sur ce quad map là, qu'a fait le café, il y a eu un play incroyable au tout début du quad map sur Numbani avec un sauvetage hyper limite à 92,8%, 18,2% du point. Et en fait, les Spitfire qui sont revenus un par un sur le point et qui finalement, tu te dis, c'est n'importe quoi, tu reviens pas, tu dis que c'est perdu. Et ben là, ils ont réussi à tenir. Et moi, c'est un peu ce que j'avais prévu, c'est cette agressivité des London Spitfire qui fait un peu leur caractéristique face à la tranquillité, la force tranquille des Dynasty. Et ben finalement, Zeroid, je sais pas si c'est comme ça que tu l'as ressenti, mais c'est cette perturbation de l'ensemble de la front lane qui a fait la victoire des Spitfire face aux Dynasty orphelins de Ryu Jeong. Ouais, sur ce match, enfin sur cette map là, tu parlais de Numbani, vraiment ce play, ce qui fait la différence aussi, je crois que c'est Closer qui a sa Valkyrie au moment où l'équipe des London Spitfire vient contester le point à 98,5, ce qui fait que le teamfight est remporté et derrière on tient la map. Il y a eu il y a eu pas mal d'éléments. L'absence de Ryu Jeong, bah voilà, forcément il y a un leader en moins. En plus, moi j'ai pas compris la stratégie des coachs de cette équipe de Seoul Dynasty de mettre Guido. Guido, il faut savoir que c'est un ancien DPS, donc là il le recycle en support. Et on va dire l'explication officielle, c'était de dire que Ryu Jeong est trop prévisible et que Londres aurait pu se préparer, étudier ses positionnements, etc. Et que du coup, il valait mieux mettre Guido, plus imprévisible. Mais moi, je pense que même un Ryu Jeong prévisible est bien plus fort qu'un Guido imprévisible. Donc là-dessus, j'ai pas trop compris la démarche des coachs. Et puis Fleta aussi, qui était un petit peu en dessous. On l'attendait à un meilleur niveau. Il a été bien shut down par les tanks. Mais de toute façon, cette rencontre, elle avait pour moi un goût d'Apex saison 4, quand JC Bousson, 2 fois de suite, a explosé l'équipe des Lunatic Eye, donc anciennement Seoul Dynasty. On a senti d'un côté une surpuissance et de l'autre l'incapacité de répondre. Ouais, bah c'était un peu le cas, c'est vrai. Mais du coup, c'était impressionnant à regarder comme match. Alors que le suivant, les San Francisco Shock face au Florida Mayhem, samedi à 1h du matin, c'était quand même pas du très haut niveau par rapport à tout ce qu'on a vu. Il y a eu 4-0 pour San Francisco, mais Florida, on en a parlé tout à l'heure, c'est très compliqué. Sur ce match-là, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'ultimates qui étaient utilisés limite en fin de teamfight à chaque fois, en fin de teamfight gagné en plus. Donc typiquement une Valkyrie claquée en fin, une transcendance, une visière tactique ou des choses comme ça. Et du coup, les Florida qui sont obligés de surinvestir des ultis pour gagner des teamfights, et bah derrière tu te fais marcher un peu dessus. T'as juste à pas faire d'erreur et c'est ce qu'a fait San Francisco Logo. Oui, bah oui, exactement, tu as tout dit. C'est Florida, mon ils métier. sont obligés pour gagner les maps d'y aller comme des bourrins, quoi. Et bah, derrière, Francisco, ils les attendent, ils encaissent, et puis derrière, bah, quand ils sont à sec, bah, y a plus qu'à les cueillir, tout simplement. Ouais, bon, on va pas s'attarder sur cette rencontre parce qu'encore une fois, le niveau était pas incroyable. La suivante, c'était un peu plus intéressant puisque c'était Boston Uprising face à Los Angeles Gladiators. C'était samedi à 5h du matin et on s'attendait à un match un peu serré. En tout cas, moi, j'avoue, je m'attendais à un match un peu serré et Boston a montré les prémices de peut-être un réveil, en tout cas une confirmation de ce niveau qui a fait le sien et qui a fait leur victoire face aux Valiant, on en a parlé tout à l'heure. Il y a eu une grosse régression des tanks, on l'a vu sur Numbani là au début. En fait, c'est un peu la stratégie des Boston Uprising dans ce match-là, c'est-à-dire que les tanks foncent sur les adversaires, vont les chercher sur la hauteur, pendant que derrière, les deux DPS et les supports peuvent aller caper les points. Et c'est la stratégie qui s'est avérée payante. C'est une espèce de demi-dive, on peut dire, Zaroid. Je sais pas si c'est comme ça que tu le dirais, mais c'est ça que j'ai ressenti en tout cas. Non, mais Boston Uprising était beaucoup trop fort de toute façon pour LA Gladiators. LA Gladiators, de toute façon, c'est soit ils font un bon match, soit ils passent complètement à côté. Là, sur ce match, ils sont passés à côté. Ils n'ont pas su répondre à l'agressivité des Boston Uprising.
Et score final 4-0, quoi. Bah ouais, C'était sans appel. Il y a assez eu rapide. Il y a eu Hydration a essayé à la fin sur Dorado de prendre une Pharah pour essayer de contrer un peu tout ça. Et puis pas de bol, en face Dream Casper a pris Macri et c'en était fini pour la dame aux Rockets. Voilà, on l'a dit, de toute façon, les Gladiators n'ont pas pu faire grand chose sur ce match-là. Comme sur le match suivant, puisque les Shanghai Dragons n'ont pas pu faire grand-chose non plus face au London Spitfire samedi à 20h. C'était le premier match de la dernière journée et il y a eu un bon 4-0 des familles. Tu disais tout à l'heure, Zarouid, que c'était peut-être le match le plus rapide. Eh ben, en l'occurrence, celui-ci, il a duré 38 minutes de jeu seulement. 38 minutes, donc alors je crois que c'est 70 minutes en tout, et avec les 17 minutes de pause, avec les pauses entre les deux, avec les changements. Et dans le jeu, c'est 38 minutes, donc c'est à peu près rien. Il y a 10 joueurs de Londres qui ont joué sur ce match-là, donc comme tout à l'heure, ils ont bien aimé faire tourner un peu tout le monde. Et puis Logo, malheureusement, c'est un peu ce qu'on dit chaque semaine, mais c'est que les Shanghai Dragons, ils servent un peu de sparring partner. Tu t'essayes des trucs, tu fais tourner, puis tu vois si ça marche, et puis ça marche. Oui, et puis en plus, ce qui est terrible pour eux, c'est que Londres, c'est une équipe qui, par essence, fait tourner. On l'a vu dans un match plus sérieux où Londres devait être rigoureux. Ils ont aussi fait jouer beaucoup de joueurs, donc forcément, quand ils vont tourner, comme l'a rappelé Zarouid, c'est quand même à la base des joueurs qui ont fait la finale de l'Apex saison 4. Donc même les remplaçants ont un niveau exceptionnel. Donc derrière, il n'y a aucune chance pour Shanghai. Enfin, ils n'ont pas pris un seul point, Shanghai, de toute la rencontre. Non, le seul truc où ils étaient un peu proches, c'était de prendre le premier point sur Helios. Ils étaient à 99% et à 89% sur le deuxième. Donc voilà, c'était pas non plus 100-0 à chaque fois, mais c'était pas loin. Je peux vous donner les stats pour vous donner un exemple. Il y a eu 73 kills à 124 pour Londres et 9 teamfights seulement remportés contre 25. Enfin bon, voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Sur les 10 joueurs qui ont joué de Londres, il y en a 3 qui ont plus de 10 morts. Donc tous les autres, ils sont à peine morts de toute la partie. Ils se sont un peu baladés. Bon, voilà, on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire de celui-là. Le match suivant, c'était New York Excelsior face au Dallas Fuel, victoire 3-1 de New York. Moi, j'ai remarqué quand même que du côté de Dallas, il y avait peut-être une bonne adaptation à l'équipe en face, et c'est vous qui l'aviez relevé d'ailleurs dans le cast, en l'occurrence tes collègues Zarouid, qui disaient que le boulot de Chip Syrian était assez intéressant dans le sens où les tanks prenaient exprès plein de dégâts pour rapidement charger l'ultimate de Ange. C'était pas une mauvaise idée, ça n'a pas marché au final. Non, mais bon, c'est assez triste de devoir en arriver là pour remporter un teamfight quand même. Devoir attendre que ta Ange et son Valkyrie pour pouvoir engager en 8v6, moi je trouve ça un peu dommage. Mais non, il y avait du mieux quand même. On a retrouvé Effect sur Tracer et c'était bien plus intéressant. Ils ont même remporté Oasis, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Il y avait eu un bon travail d'ailleurs qui avait été fait entre Coco et Mickey au niveau des tanks. Il y avait de bonnes haltes de Coco sur Orisa et de bons hooks de Mickey sur Chopper. Taimu aussi qui avait touché un petit peu plus, mais je crois qu'il y avait eu un énorme clutch play d'Effect, encore une fois, qui va coller une bombe sur Arc lors d'un dernier teamfight. Enfin, non, il y avait, c'était un peu, on va dire, le sursaut d'orgueil des Dallas Fuel sur ce match. Après, pour le reste, c'est toujours pareil, il y a un peu trop d'erreurs, moi je trouve, au niveau des supports, notamment tu parlais des supports, il y a des ultis qui sont un peu balancés au pif, il n'y a pas assez de ce qu'on appelle les dry push, où on va forcer le teamfight et forcer son adversaire à utiliser des ultis pour ensuite reset et engager le teamfight suivant avec un avantage. New York était au-dessus, hein, de toute façon. Ouais, bon, et puis alors, tu soulèves 2 points intéressants. C'est les ultis défensifs des Valiant, ils les utilisent souvent en même temps, et dans ce match-là, et c'est peut-être ça qui leur pose un problème. C'est-à-dire que derrière, forcément, si tu utilises tout d'un coup, tu te découvres beaucoup. Et malgré cela, il y a la victoire sur Oasis, c'est la première défaite de Pine sur cette map. Et quand on sait que c'est un spécialiste du genre, c'est. Alors, Logo, tu vas dire ce que tu en penses, mais c'est encourageant. Ça veut dire qu'il n'y a quand même pas tout acheté dans cette équipe de Dallas. Non, mais c'est une équipe de Dallas qui gagne peu, ils ont gagné qu'une seule rencontre, mais qui est capable d'accrocher tout le monde, on l'a vu depuis le début de la saison, donc c'est ça qui est frustrant avec cette équipe, c'est ils sont pas loin d'y arriver. Là, pour le coup, moi je pense qu'il y a un facteur dont on n'a pas encore parlé, mais qui a été déterminant, c'est l'incapacité qu'ils ont d'aller dans la backlane pour faire les dégâts sur les supports. Arc, qui a joué Ange pendant toute la rencontre, n'est mort que 11 fois. Et ça, c'est vraiment la stat qui tue, en fait. Derrière, Effect sur sa Tracer n'a pas été exceptionnel, et Taimu, lui, il n'a pas beaucoup de héros dans son pool qui lui permet d'aller derrière. Derrière, si on n'est pas capable de mettre la pression sur une équipe de New York qui est la plus défensive, la meilleure en défense,
c'est très difficile de gagner. Ouais, voilà, donc c'était tout ce qu'il y avait à dire à peu près sur cette rencontre. Et c'était la dernière de notre semaine 4. Oui, je vais finir par y arriver. De notre semaine 4. Et on va passer tout de suite au preview de la semaine 5. Escort the payload. Mais avant la preview, on va d'abord parler des MVP. Et je vois Loco qui m'envoie un petit message. Oui, bien sûr, je ne les ai pas oubliés, ils sont là sous mes yeux. Le MVP de la semaine, Zarwit, tu es notre invité. Tu as donc l'honneur de décerner ton trophée le premier. Moi, je vais le donner à un tank cette semaine. C'est Gesture, pour moi, qui est aujourd'hui le meilleur Winston de cette Overwatch League. Il est infâme, je pense, pour ses adversaires. Il meurt très peu. Je crois que c'est l'un des Winston qui meurt le moins. Il participe aussi grandement à l'activité, on va dire, en termes de kills pour son équipe. Et puis surtout, il crée énormément d'espace. Et je pense que Fraggy devrait le regarder un peu plus parce que si on regarde la façon dont il saute et l'endroit où il positionne ses shields, c'est juste un régal. Et je parle même pas de ses rages primordiales qui sont à chaque fois parfaites. Donc moi, je pense que si les DPS de London Spitfire brillent autant, c'est aussi parce qu'en front, il y a du très très lourd. Donc Jester, le tank des London Spitfire pour toi. Logo, tu choisis qui, toi? Moi, je voulais mettre un peu en avant Striker des Boston Uprising. Je voulais mettre en avant Uprising parce qu'ils font quand même une très belle semaine et que c'est une équipe qui est dans une très bonne dynamique. Striker en particulier, c'est une très bonne tracer. Il met la pression, je dirais, de manière intelligente. Il arrive à pas trop commit et à tout de même faire le dégât, à piquer la backline. Il a une très belle synergie, je trouve, avec les Dream Casper. Les deux fonctionnent très bien ensemble et ils ont, à eux deux, ils ont une possibilité de héros qui est assez complète. Et il a aussi une capacité à gagner les duels en direct. On l'a vu notamment face à Soon. Il gagne ses duels tout simplement. Et derrière, ça montre quand même un joueur avec de très très fortes dynamiques. C'est un profil revanchard parce qu'il n'a pas été pris par les équipes full coréennes. Il a été pris par Boston qui était quand même considéré comme à la base d'équipe avec un roster assez faible, un peu de entre guillemets paria, en tout cas de joueurs un peu mis sur le côté de la scène pro. Et j'aime bien un petit peu ce côté un peu, je vais vous montrer que vous avez eu tort et défoncer un peu tout le monde les semaines après les autres. Donc Striker pour toi, le DPS des Uprising. Et alors moi, j'ai pris le MVP au sens propre du terme, puisque j'ai choisi Ryu Jeong, le support des Dynasty. On l'a vu, quand il n'était pas là, son équipe perd et de beaucoup. Et quand il revient, il se fait remarquer avec son Zenyatta. Il charge 4,5 ulti en 10 minutes, ce qui est quand même énorme. Et il meurt beaucoup, il est beaucoup focus, mais en fait il est rarement le premier à mourir. Il ne meurt que seulement le premier dans 4% des teamfights de son équipe. Et on le sait, c'est un des meilleurs joueurs de son poste. Enfin, c'est peut-être même un des meilleurs joueurs de cette Overwatch League en général. C'est le shout caller de cette équipe. Et donc voilà, quand il n'est pas là, son équipe perd. Quand il est là, son équipe gagne. Pour moi, c'est un MVP. Voilà donc pour le MVP. On va pouvoir passer maintenant, comme on l'a prévu, au match de la semaine 5. Et on a notamment un premier affrontement qui s'annonce assez sympa entre deux équipes coréennes, puisque samedi à 20h, donc en prime time en France, n'hésitez pas à regarder ça, ce seront les New York Excelsior qui sont à 7 victoires et une défaite face aux London Spitfire qui sont à 7 victoires et une défaite. Alors les deux équipes auront joué un match depuis, mais quand même, Zaroid, est-ce que pour toi c'est l'avant-goût de la finale de ce premier stage? Ah, c'est possible, clairement. C'est une sacrée affiche. Hein. Ça peut même être une finale de play-off au mois de juillet. Mhm. C'est ces deux équipes monstrueuses. C'est deux styles différents, mais moi j'ai vraiment hâte de les voir s'affronter. Vraiment, vraiment. Le logo, toi, quels sont les affrontements à suivre, le match dans le match, si on peut dire, sur cette rencontre? Oui, comme disait Zaroid, c'est deux équipes qui ont des profils totalement différents. New York, ils ont brillé par une très belle défense, une capacité à vraiment défendre le point. Et Londres, c'est tout l'inverse en fait. C'est une équipe qui agresse beaucoup et qui a cette capacité à surprendre l'équipe et à prendre les objectifs. C'est un match qui va être intéressant parce qu'on a deux équipes qui sont très fortes en anti-dive et pas tant que ça en dive en soi. On sait qu'avec Profit sur Chacal et Birdring sur Fatal, Londres, ils ont des arguments pour empêcher l'équipe de les agresser et de leur plonger dessus. Et en plus, New York joue bien sûr la dive à majorité, mais elle n'a que 50% de teamfight gagné sur les 3 derniers matchs. Donc ça va être important. Un autre duel très important, ça va être sur la backline. Jonak, il va falloir le maîtriser pour Londres. Quand Jonak est en forme du côté de New York, l'équipe gagne. La seule défaite qu'a concédé les Excelsior, c'était face à Philadelphie. C'était le match où Jonak a été le moins performant.
Donc ça va être aussi un élément important. Ouais, ça va être sympa. Tu l'as dit, il y a beaucoup de matchs dans le match et ça va être peut-être du coup un peu moins divey comme match, si on peut dire, vu que les deux équipes sont un peu spécialisées dans le contre de ce genre de méta. Donc on peut voir des choses un peu nouvelles et c'est ça qui va être sympa à regarder. Donc je vous rappelle, samedi à 20h, Excelsior contre Spitfire, ça c'est notre première affiche. Et la deuxième affiche qu'on vous propose, c'est un match qui est hyper important dans l'optique éventuellement d'un match de playoff de ce premier stage, puisque ce sont les Valiant qui sont actuellement à 5 victoires et 3 défaites contre les Dynasty à 6 victoires, 2 défaites. Ça sera jeudi à 5h du matin. Rassurez-vous, vous aurez le replay. Ces deux équipes qui sont dans la même division, qui vont donc pour l'instant Séoul est en tête, mais les Valiant sont deuxième à égalité avec les Outlaws, si je dis pas de bêtises. Et derrière, il faut que le gagnant de ce match, si les Valiants s'imposent après avoir battu les Dragons, ce qui est possible, ils peuvent aller chercher, pourquoi pas, la troisième place qualificative. Est-ce que pour toi, Zaroid, c'est mission impossible ou alors, motivé par l'enjeu, il y a une chance pour les Valiants? Ah non, c'est mission possible. On l'a vu, les Valiant, ils ont presque tenu tête à London Spitfire lors d'un 3-2. Ils auraient même pu gagner. J'espère qu'ils vont être capables de s'adapter à cette équipe des Seoul Dynasty. L'enjeu, forcément, va les motiver. J'espère aussi qu'ils n'ont pas pris une trop grosse claque derrière la tête après leur défaite 4-0 contre Boston Uprising. Parce que c'est le genre de match qui va se jouer aussi au mental, quoi. Va falloir être régulier sur toutes les maps. Tu peux partir en 5 maps, il va falloir être bon sur les 5. Et moi, j'y crois. Je me dis que Los Angeles Valiant peut faire quelque chose. En tout cas, s'ils veulent justifier leur statut, entre guillemets, de meilleure équipe américaine, c'est-à-dire hors 100% Corée, et on va dire que le match contre les Boston Uprising, c'était un jour sans, c'est le moment de taper du poing sur la table. Ouais, moi j'ai hâte de voir le duel entre Soon et Ryu Jeong, qui sont pas du tout sur le même poste, mais Soon va vouloir aller titiller la backline des Dynasty, et c'est là que ça va être intéressant de voir si le shout caller et capitaine de Séoul peut résister à notre petit français, en tout cas j'espère. Enfin non, j'espère que c'est Soon qui va gagner, mais bon, ça on verra. Voilà pour les deux affiches, donc ça c'est la deuxième qui est jeudi à 5h du matin. On va passer à toutes les affiches, on va en dire un petit mot et surtout on va faire nos pronos à chaque fois. Alors Zaroud, tu as évidemment le droit de pronostiquer avec nous. Nous on fait juste les résultats du match, on donne pas les points comme vous faites dans le cast à chaque fois, puisque c'est un peu compliqué de calculer après qui avait le bon nombre de maps gagnées et tout. Donc juste les pronos. Si vous voulez tout savoir, sachez que je suis en avance pour l'instant, puisque je mène de 41 points contre 37 pour Logo, et on avait Adibou avec nous la semaine dernière qui a fait un joli 11 sur 13, puisqu'on donne un point bonus. Sur 12 pour lui. Mais... Ouais. Comment ? Sur 12 pour Adibou, du coup. Ah bon, il n'avait pas de point bonus ? Bah si. J'ai pas calculé pour bonus. Ah, moi je l'ai calculé, figure-toi, et je peux te dire qu'il a eu 11. Donc, on commence cette semaine 5 avec le match des Shanghai Dragons face au Dallas Fuel. C'est jeudi à 1h du matin. Il n'y a pas grand espoir pour Shanghai. Il faut que Dallas finisse en force. Je vois pas le grand motif d'espoir pour les Dragons, malheureusement. Logo, toi, tu prends qui sur ce match ? Je vais prendre Dallas, mais Shanghai, ils viennent d'affronter deux équipes full coréennes avec New York et Londres. Là, ça va être une équipe d'un moins fort calibre, donc ça se trouve, ils vont d'un seul coup, tu sais, c'est quand tu marches avec 10 kilos sur la ceinture et d'un seul coup tu l'enlèves, tu cours plus vite. Donc ça se trouve, ils vont pouvoir surprendre. Belle analyse. Toi, tu penses que c'est jouable, Zaroid, ou c'est impossible ? Moi, je pense que Dallas Fuel, en tout cas, j'espère pour eux qu'ils vont gagner, parce que sinon, ce serait une nouvelle grosse contre-performance. Après, les Shanghai Dragons peuvent éventuellement faire quelque chose, parce que Dallas joue des compositions assez particulières. S'ils sont capables de mettre en place un jeu pour contrer ça, pourquoi pas les Shanghai Dragons? Mais voilà, d'un côté, il y a Effect et de l'autre, il n'y a pas Effect. Et je pense du coup que les Dallas vont l'emporter. Donc Dallas pour toi, Dallas pour Logo et Dallas pour moi aussi. Le match suivant, c'est San Francisco Shock qui sont à 3 victoires 5 défaites contre les Los Angeles Gladiators à 3 victoires 5 défaites aussi. Sur le papier, c'est équilibré, il y a la même fiche. C'est des équipes qui sont capables du meilleur comme du pire. Il y a un gros facteur X du côté des Chocs, c'est Baby Bay, mais il y a aussi Dante qui progresse de semaine en semaine. Et il faut voir, Zaroid, toi, quel est ton favori ?
Moi, j'ai envie de miser quand même une pièce sur Los Angeles Gladiators parce que je pense que, encore une fois, San Francisco Shock va avoir du mal à conclure certains teamfights et que. Oh, bah, tu parlais de Baby Bay. Moi, il y a des moments, j'ai l'impression que Baby Bay, il se précipite un petit peu trop. Il sait que c'est l'élément fort de cette équipe et des fois, il veut peut-être un peu trop le montrer et ça déséquilibre un peu l'ensemble et c'est dommage. Donc, Los Angeles Gladiators pour ce match. Ouais, ce sera Gladiators pour moi aussi. Et pour toi, Logo? Bah, moi, j'ai eu beaucoup de mal à pronostiquer ce match. Je vais prendre les Gladiators aussi à l'expérience. Ils ont plus de talent, mais ils sont dans une mauvaise dynamique quand même, hein. Ils sont au niveau de la confiance, ils sont pas au top. Donc, j'ai un peu peur, mais je mettrai comme les Gladiators. Très bien. Le match suivant, on en a déjà un tout petit peu parlé. Attends, je suis perdu dans mes fiches. Non, pardon. Si, c'est ça, c'est ce qu'on a dit. C'est les Los Valiant Angeles contre Valiant Seoul. contre les Seoul Dynasty. Et on n'avait pas donné nos pronos. Moi, je vais prendre allez, Los Angeles Valiant. C'est terrible. Il ne faut pas faire ça, mais tant pis. Toi, Zeroid, est-ce que tu laisses le cœur parler ou tu préfères la raison? À chaque fois que j'ai laissé le cœur parler, je me suis trompé dans mes pronostics. Donc, du coup, c'est compliqué. Bien évidemment, j'ai envie de voir nos Français l'emporter, mais je pense quand même que Seoul Dynasty a aujourd'hui un temps d'avance et va l'emporter. Et toi, Ils Logo? doivent. Il est c'est important pour eux Ah. qu'ils l'emportent, je pense. Ouais, bah, de toute façon, oui, pour la fin, et puis même pour se rassurer un petit peu. Logo. Moi, je pense que ça va jouer sur un truc très important, c'est la capacité de Soon de faire des pics sur Toby, notamment. Toby qui est une des merci qui meurt le moins et qui fait de très très bons ultis, qui est très lucide à ce niveau-là. Et j'ai un peu du mal à voir Soon le shutdown, donc je mettrai quand même Seoul. Très bien, donc Séoul. Le match suivant, le deuxième jour, ce sont les Philadelphia Fusion à 5 victoires, 3 défaites contre les Boston Uprising à 5 victoires, 3 défaites. Boston qui vient quand même d'afficher Londres, Dallas, les Gladiators et les Valiant à son tableau de chasse. Et de l'autre côté, Philadelphie qui enchaîne les victoires en convaincantes et les défaites peu encourageantes. C'est assez serré aussi sur le papier. Maintenant, moi, il y a quand même un élément à prendre en compte, c'est les duels de DPS, avec d'un côté Striker, Dim Caspers pour Boston et Shadowburn, Carpe de l'autre pour Fusion. Moi, j'ai quand même envie de croire que les Bostoniens peuvent l'emporter dans ce remake du Super Bowl, rappelons-le, puisque Philadelphie et Boston s'affrontaient hier dans la finale de NFL. Toi, Logo, qu'est-ce que tu en penses? C'est très difficile parce que les Fusions, c'est une équipe qui est capable, contre les fortes équipes, qui est pas capable de tout. Contre les Valiant, ils se sont fait déchirer la semaine dernière. Et il y a 2 semaines, ils ont battu New England. Non, je souhaite qu'ils battent New England, mais là, ils ont battu New York il y a 2 semaines. C'est ça. Donc, c'est assez difficile. Par contre, c'est 2 équipes qui sont très dive. Là, on va être vraiment sur la dive contre dive. C'est pas comme le match de tout à l'heure dont on a parlé. Et Philadelphie est très fort sur ce point-là. En dive contre dive, ils arrivent bien à imposer le rythme. Et en plus, du coup, ça demande une forte agressivité. Et comme on l'a dit, Fraggy est agressif. Donc, ça peut être à son avantage sur ce match-là. Je mettrai quand même Boston sur la dynamique. Tout simplement, ils sont plus forts en ce moment. Comme moi, Zeroid. C'est dur. Ce match-là, il Bah est ouais. difficile parce que, par exemple, sur des duels Pharah, on l'a vu, Shadowburn est très fort, Dream Casper aussi. Sur les duels de Tracer, on a Carpe, on a Striker. C'est pas évident à pronostiquer. Moi, je pense que si Fusion ne règle pas justement des problèmes d'être trop agressif, Boston va les sanctionner instantanément. Et surtout, il faut que Philadelphia Fusion règle aussi leurs soucis de précipitation. Des fois, ils gèrent mal leurs ultis, ils précipitent un peu trop et ça Ouais. peut poser problème. Ils peuvent surréagir aussi à certaines attaques des Boston Uprising. Mais ouais, sur la dynamique, je pense que Boston aussi va l'emporter, mais ça va être serré. Ça va être serré. Je pense que ça va être l'un des matchs les plus serrés. Du gros spectacle, en l'occurrence, en prévision. Le match suivant sera peut-être moins serré, puisque ce sont les Florida Mayhem à 1 victoire, 7 défaites, contre les New York Excelsior à 7 victoires et 1 défaite vendredi à 1h. New York est supérieur sur tous les domaines. Je pense qu'on n'a pas trop besoin d'en débattre. Ça va être New York pour moi, et j'imagine que pour vous aussi, Zaroid. Oui, je confirme. Et toi, Logo? Ouais, New York sans problème. Parfait. Le match suivant, London Spitfire, 7 victoires, 1 défaite face à Houston Outlaws, 5 victoires, 3 défaites. Est-ce qu'on va voir le retour de Linkser, on l'espère, vendredi à 3h du matin, le 9 à 3h du matin, c'est ça. Londres qui reste quand même sur 8 maps gagnés de suite, donc la tendance c'est un peu inversée. On avait les Houston qui étaient en pleine bourre et finalement maintenant c'est London qui revient un peu sur le devant. Il y a des duels. Tu parlais tout à l'heure de Jester, Zaroid, il va affronter Mouma, qui est quand même aussi un gros caractère, un gros personnage pour l'instant sur ce pic. À voir. Qui a l'avantage dans ce match, à ton avis, Zaroid?
Sur le papier, je pense que c'est London Spitfire. En tout cas, ce serait pareil, encore une contre-performance s'ils ne battent pas les Houston Outlaws. Mais Houston, c'est une équipe quand même spectacle, qui donne toujours du fil à retordre. On l'a vu la semaine dernière contre Seoul Dynasty. Maintenant, je pense que Londres est un ton au-dessus aujourd'hui de Séoul. Donc, voilà, je vais confirmer London Spitfire. Ouais, pour moi aussi. Et pour toi, Logo? Oui, Houston, c'est une équipe qui, je pense, est un peu surévaluée aussi parce que sur les matchs qu'ils gagnent et qui gagnent largement, c'est face à des équipes qui sont un peu plus faibles que Londres ou New York, enfin les équipes coréennes. Et donc du coup là, face à une plus grosse adversité, j'ai du mal à les voir gagner. Surtout qu'ils forcent des pics énormément, comme disait Zaroui tout à l'heure, Jeff Pratt notamment. Et Londres, ils ont des solutions immenses. Ouais. Ils font jouer 10 joueurs sur les matchs. Ils ont plein d'options pour contrer tous les problèmes qui se font face à eux. Donc je vois pas Houston arriver à faire l'exploit. Non, moi non plus. Donc ce sera pour moi Londres, pour tout le monde. Los Angeles Gladiators à 3 victoires, 5 défaites contre Dallas Fuel, 1 victoire, 7 défaites samedi à 1h. Ça pourrait, si les Fuel continuent sur leur dynamique, si on considère qu'ils vont gagner le premier match face à Shanghai, que là c'est les Gladiators qui parfois, s'ils commencent à perdre le fil du match, peuvent se laisser aller. Bon, il y a pourquoi pas des motifs d'espoir. Maintenant, j'ai quand même tendance à croire que les Gladiators sont capables d'aller battre Dallas dans cette configuration. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, messieurs? Est-ce que toi, Zaroud, tu es d'accord? Moi, j'ai envie de mettre une pièce sur Dallas pour ce match. Ah, J'ai envie de croire qu'ils peuvent gagner 2 matchs de suite dans la semaine. ça serait beau. Je vais mettre une pièce sur eux, ouais. Ok. J'espère que ce sera justement le match 100 des Los Angeles Gladiators, ce sera contre Dallas. Eh ben, on va voir, toi, Logo. Non, moi je veux quand même rester sur les Gladiators. Le problème de Dallas, c'est qu'on sait pas du tout ce qu'ils vont aligner. D'une semaine à l'autre, ça change à chaque fois. Ils tentent des trucs. Donc en fait, j'ai du mal à me projeter dans Dallas et je préfère prendre Gladiators qui a une compo un peu plus solide, un peu plus connue. À voir ce qu'ils vont faire de leur DPS parce qu'ils font beaucoup jouer sur four et hydration. Mais derrière, Asher, il joue assez peu, ce qui est assez curieux. À voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Ça va être intéressant sur ce match-là du rôle d'Asher. Ouais, bon, donc Gladiators pour toi et moi et Fuel pour Zaroid. Samedi à 3h du matin, il y a Seoul Dynasty à 6 victoires et 2 défaites contre San Francisco Shock à 3 victoires et 5 défaites. On n'est peut-être pas obligé de s'attarder trop sur celui-là, je pense, puisqu'en l'occurrence, Séoul est largement favori. Et moi, je vais choisir Séoul, Logo. Ouais, la discipline de Séoul face à la fougue de Choc, à mon avis, Séoul va punir. Ça peut être violent, ça peut être un beau 4-0. Ça. Zaroid, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord, à mon avis, c'est Séoul qui va l'emporter. Allez, c'est parti. Los Angeles Valiant, le match suivant, 5 victoires, 3 défaites contre Shanghai Dragon, 0 victoire, 8 défaites. Ça, c'est samedi à 5h. Je pense que sur ce match-là, il n'y a pas grand débat non plus. Los Angeles Valiant pour moi, pour toi, Zaroid. Pareil. Et pour toi, Logo. Ouais, pas de changement. J'adore cette efficacité. New York Excelsior, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est samedi à 20h, c'est 7 victoires, 1 défaite pour New York face au London Spitfire, 7 victoires, 1 défaite aussi. On a donné un peu tous les arguments tout à l'heure. Moi, je vais choisir dans ce match-là les Excelsior qui avaient été capables de battre l'autre équipe coréenne Dynasty. Et je me dis que ils sont capables de réitérer l'exploit sur cet affrontement-là. Logo, toi, tu me dis quoi? Je dirais que Excelsior est plus fort, mais quand j'ai préparé ce match, je me suis rendu compte que sur le papier, Londres avait vraiment tout ce qu'il fallait pour les contrer. Donc je dirais que sur ce match-là, moi je verrais Londres gagner. Ok, et toi, Zaroid? Moi, je vais voter avec le cœur sur celui-là. Je vais voter New York Excelsior. Je croise les doigts pour que Seibi Obi soit capable de neutraliser les menaces des London Spitfire et qu'on ait un Jonak on fire et qu'il puisse leur donner la victoire. Ah, donc toi, t'es Team New York Excelsior. D'accord, très bien, je note. Houston Outlaws, le deuxième match de ce samedi à 22h. Donc Houston Outlaws à 5 victoires, 3 défaites contre Boston Uprising à 5 victoires, 3 défaites aussi. C'est un match aussi sympa sur le papier avec deux équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau-là et qui finalement jouent les premiers rôles. C'est pas facile à pronostiquer, mais moi je vais prendre les Outlaws, même si je les vois pas gagnant dans leur premier match de la semaine. Cet affrontement-là est plus à leur portée et Boston ne peut pas tout gagner tout le temps non plus. Zaroid, toi, qu'en dis-tu? Moi, j'en dis que je pense que Houston Outlaws a la composition pour faire déjouer Boston, notamment avec Jake sur Chacal. Parce qu'on l'a vu, Boston, c'est une équipe qui est hyper agressive. Et si les Houston Outlaws sont suffisamment patients pour laisser la dive venir et la contrer, notamment avec le Chacal de Jake, on l'a vu, c'est
il est tellement fort sur ce pic, je Ouais, pense ça qu'il va. a envie d'en profiter une dernière fois avant qu'il soit patché. Et du coup, je mise aussi une piécette sur les Houston Outlaws. Et Logo, toi, tu vas prendre qui du coup? J'avais prévu de prendre Boston, mais j'ai Bah changé oui, d'avis. c'est ce que je Je vois vais sur prendre ma fiche, Houston. petit tricheur. Non, je triche pas. Non, j'ai réfléchi avant de vous en. De Ouais, toute façon, je suis derrière, donc je fais ce que je veux. c'est vrai. Et non, bah, pour les mêmes raisons, hein, je pense que ça va jouer sur Chacal. Boston, c'est une équipe qui vit beaucoup sur la dive. Et Houston, c'est une équipe qui vit beaucoup sur la contre-dive. Donc Houston, a priori, sur le papier, a des arguments pour faire déjouer les uprising. Donc Outlaws pour tout le monde. Et enfin, on finira cette semaine avec Florida Mayhem à 1 victoire et 7 défaites contre Philadelphia Fusion à 5 victoires et 3 défaites. Ça, ce sera dimanche à minuit. Moi, j'ai pas trop d'hésitation sur ce match-là. Encore une fois, Mayhem, c'est très compliqué pour eux et les fusions ont largement de quoi faire, que Poco soit là ou pas. Donc, je vais prendre les fusions. Logo. Ouais, enfin, franchement, les fusions sur ce coup-là, ils ont beau être irréguliers, je vois pas de motif d'espoir pour Florida, donc je vais prendre les fusions. Bon, bah, Zaroïd, qu'est-ce que tu dis? Pareil, j'ai pas été très sympa avec les fusions contre Boston, alors je me rattrape, je leur donne la victoire contre Florida Mayhem. C'est tout à ton honneur. Messieurs, voilà pour les pronos. On va finir avec un tout petit overtime. C'est parti. Overtime. Alors, Zaroïd, l'overtime, c'est facile. Logo et moi, on va enchaîner des questions un peu dans l'actualité, un peu décalées sur l'Overwatch League. Et les deux autres répondent du tac au tac. Et je vais commencer puisque les Eagles hier ont gagné le Super Bowl et Logo a dû honorer un pari un peu rafraîchissant. Vous en saurez peut-être plus sur les réseaux sociaux. Vous faites quoi si votre équipe préférée gagne la saison 1? Zaroïd. Oula, ce que je fais, bah, j'ai pas vraiment d'équipe préférée. Oh. C'est un peu, j'utilise un peu la porte de sortie là pour éviter de répondre à la question, mais j'ai pas spécialement d'équipe préférée, donc j'ai pas prévu grand chose. Mais je vais y réfléchir. Ouais, pas bête. Si, Toi, Logo, tu serais prêt à refaire la fête? J'hésite, franchement, j'hésite. La dernière fois, c'est fait un pari qui était improbable et qui s'est réalisé. Je vais me calmer un petit peu. Très bien. Merci et Nerf sur le patch live et va l'être pour le stage 2. À votre avis, quel héros inattendu on risque de voir en saison 2? En stage 2, tu veux dire En stage 2, pardon, ouais. Symmetra? on verra de la Moira, moi je pense. Ouais, c'est pas Oui, impossible. je suis d'accord. La meilleure beaucoup parce qu'il va y avoir beaucoup plus de tanks. Ouais, c'est possible. Est-ce que les gens qui mettent du C9 à toutes les sauces dans le chat savent vraiment ce que ça veut dire, à votre avis? Non, Non. C'est bien ce qui me semble aussi. c'est devenu un running gag, un peu Ouais. lourd d'ailleurs. Ouais, un peu, mais bon, tant pis. Est-ce qu'on peut donner un point bonus au Mayhem pour leurs entrées en scène? Ah ouais, moi je suis chaud. Honnêtement, ils se donnent du mal, peut-être même un peu plus que pour préparer les matchs, et ça vaudrait le coup de leur filer un point bonus à chaque fois. Zaroïd, t'en dis quoi? Ils sont quand même en concurrence avec les London Spitfire, hein, qui ont fait 2-3 trucs sympas aussi, notamment le petit dead eye de Oureg sur le reste de Ah la oui, liste, c'est qui vrai, m'avait ça, bien c'était fait marrer. Mais oui, à la limite, si c'est le seul moyen pour qu'ils remportent un point, les Florida Mayhem, pourquoi pas. Allez, Moi, ouais. j'ai trouvé Manhattan qui fait le singe un peu gênant quand même. C'était un peu C'est vrai que difficile c'est- celui-là. C'est vrai que c'était un peu bizarre. Mais bon. Et enfin, on a vu Dream Casper, Gamju et Kelex qui ont fait un petit chute à la foule après leur victoire face au Valiant. Ils ont mis 4-0, c'était l'équipe locale. Est-ce que c'était marrant ou déplacé? Moi, j'avoue, j'ai trouvé ça un peu déplacé. Logo. Moi, je trouve ça marrant parce que c'est déplacé, en fait. On a l'habitude du joueur de e-sport qui est très tu vois, concentré et qui est très sur son écran et qui fait pas trop attention et pas très démonstratif. Là, pour le coup, ça crée des histoires, je trouve ça sympa. Même si, effectivement, c'est déplacé, bah, ça crée de l'enjeu, quoi. Ça va créer des rivalités. C'est plutôt cool. Toi, Zaroïd, t'en as pensé quoi? Ouais, c'est peut-être bon pour le storytelling. Moi, je pense que voilà, s'il y a bien une équipe qui peut l'ouvrir un petit peu, entre guillemets, c'est peut-être eux parce qu'ils en ont vraiment, vraiment pris plein la gueule Ouais. quand Ouais. la line-up a été annoncée. Et là, de répondre présent tel qu'ils le font et de monter en puissance comme ils le font, et bah voilà, c'était ce petit chute, à la limite, il est légitime. On leur pardonne. Allez, on leur pardonne. Et c'est comme ça que se termine déjà le 4e épisode de Nerf 10 Podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Logo. Merci à toi Zaroïd d'avoir été avec nous. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Et puis bah voilà, on espère que à toi aussi. On peut te retrouver, toi tu es pas mal sur YouTube, notamment c'est là que tu as commencé en tout cas. C'est Zaroïd sur YouTube. Et alors il faut que tu m'expliques parce que sur Facebook et Twitter c'est ZQroid. C'est une erreur ou c'est volontaire? Non, parce que je crois que c'était déjà pris, Zaroid sur Twitter tu t'es et fait dépasser. Zaroid sur Facebook. Du coup, j'ai mis un ZQroid
pour que ce soit pareil dans les deux cas et plus simple pour les gens à retenir. Bon, bien joué. C'était un plaisir aussi bah. d'être là. Merci pour l'invitation encore une fois. Mais merci à toi encore une fois. NerfDiscast, @NerfDiscast pour retrouver le podcast sur Twitter. On est aussi sur iTunes, on est aussi sur SoundCloud. N'hésitez pas donc à aller liker, vous abonner, retweeter, tous ces trucs-là. Zaroid, est-ce qu'on te retrouve en Overwatch League la semaine prochaine ou tu es de repos? Alors je vais suivre, bien évidemment, mais je Ouais. ne serai pas en live sur le plateau. En théorie, j'attends mon emploi du temps, mais ce serait plutôt pour le début de la Stage 2. Très bien, donc tu te reposes et tu as bien raison. On sera comme toi, on va tout suivre. Merci encore une fois. Logo, merci. Repose-toi bien après cette nuit pleine d'émotions pour tous les fans de foot américain. On vous en parle encore un peu, mais bon voilà, si on est là, c'est aussi grâce à Touchdown Actu, qui est un site de foot américain et qui nous prête les locaux, pas les logos, qui nous prête un peu le logo aussi. Qui nous prête le logo. Et donc voilà, on espère que vous aimez ça aussi. Si jamais ça vous intéresse, allez faire un tour sur leur site. Vous pouvez nous retrouver. Oui, dis-moi. Juste un truc qu'on a oublié de dire quand même dans les previews, je viens de me rendre compte qu'il y a quand même des finales de après les matchs à partir de 2h et 4h, il y a qui sont les finales de Stage 1. Ah oui, tu as raison. Les deux meilleurs, les équipes 2 et 3 vont s'affronter et affronteront l'équipe numéro 1 pour un cash prize de $125,000. Donc c'est toujours ça de gagner. Et le titre très honorifique de gagnant de l'étape 1. Donc voilà, ce sera après les matchs donc dimanche dans la nuit, de dimanche de samedi à dimanche. Je vais y arriver. Bon, et tant que cette émission se termine, tout le monde est très fatigué. Merci tout le monde, merci Zaroid, merci Logo, merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Zaroid, je sais que tu as une petite catchphrase de fin, et si tu veux bien nous faire l'honneur, je te laisse terminer ce podcast. Nerf Dis Podcast over. Allez, ciao. Heroes never die. Nerf this!